Merci à vous tous d'être venus nombreux ce soir. Et c'est vrai que je ne cache pas que c'est avec une grande émotion que je commence ma vie politique. C'est mon baptême du feu ce soir. Donc il est possible que je bredouille un peu. Je vous prie de m'excuser par avance. Effectivement, on m'a demandé de parler de la Banque Centrale Européenne. Autant vous dire que ce n'est pas un sujet qui porte au lyrisme. Ce sera pour une autre fois. Les rêves de soulever les foules par un discours, ce ne sera pas pour moi ce soir. Toutefois, ce n'est pas inintéressant de commencer par la Banque Centrale Européenne, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. C'est une institution qui est sans doute la plus présente dans nos vies, et donc il peut être intéressant effectivement de commencer par cela. S'engager en politique, ce n'est pas devenir un grand spécialiste, un grand technicien des institutions qui sont au service du bien commun. On ne devient pas un responsable politique quand on maîtrise le vocabulaire que le commun des mortels, vous et moi, ignore. Non, s'engager en politique, c'est aller directement aux grandes valeurs, aux grands principes, c'est faire des choix qui donnent un sens à notre vie en communauté. Alors nous pouvons donc laisser la technique aux techniciens, c'est-à-dire aux fonctionnaires, et ensemble commencer à vraiment parler politique. C'est donc à partir de ce postulat que je me propose de vous parler de la Banque Centrale Européenne. Non pour vous faire comprendre combien c'est compliqué et réservé à quelques-uns, mais pour avoir un débat nécessaire, démocratique, sur une institution qui, comme je vous le disais tout à l'heure, de toutes les institutions européennes, est celle qui intervient le plus dans notre vie quotidienne. Alors, posons simplement les choses. Qu'est-ce qu'une banque centrale, d'abord ? C'est un organisme chargé de créer la monnaie, de fixer les taux d'intérêt. C'est grâce à elle que nous saurons à combien nous allons emprunter pour un prochain achat, de surveiller le bon fonctionnement de la finance, et la Banque centrale, elle sert de banque aux banques. Rien que de très normal à tout cela, et effectivement, la Banque Centrale Européenne joue ce rôle. Mais je voudrais souligner d'abord un premier fait. Rien en économie n'est rattaché à des lois de la nature, contrairement à ce que certains partis voudraient nous faire croire. Toute organisation économique est un choix de société. Et une fois ce choix fait, il modèle profondément nos rapports sociaux, notre vie quotidienne, notre rapport aux politiques. La Banque Centrale Européenne n'échappe pas à cela. Son fonctionnement n'est pas naturel, il procède de choix idéologiques. Alors un petit retour en arrière, jusque dans les années 70. À ce moment-là, quelques économistes trouvent que les banques centrales, dans chaque pays, sont trop dépendantes du pouvoir politique, que ces banques centrales doivent se détacher de ce pouvoir politique. Selon eux, en effet, les hommes politiques auraient la fâcheuse tendance d'être trop laxistes, notamment au moment des campagnes électorales. Ils feraient un peu trop de cadeaux au peuple, ce qui serait trop mal ressenti dans les comptes publics. Et voilà des gens, comme Milton Friedman, qui réussit à convaincre, allez, au hasard, un certain Pinochet, au Chili. Je ne sais pas si c'est lui qui avait le plus envie de faire plaisir à son peuple au moment des élections. C'est toujours un choix qui m'a paru bizarre. Mais il décide de d'influencer ce monsieur Pinochet à appliquer une politique néolibérale. Dans les grandes démocraties, certains pays ont lorgné de plus en plus vers ces politiques. Je vous rappelle Margaret Thatcher, Ronald Reagan, et nous voilà en pleine révolution néolibérale des années 1980. Alors pourquoi ce petit détour vers l'histoire ? Parce que lorsqu'on envisage de créer la Banque Centrale Européenne, ce principe idéologique de séparation totale d'une banque centrale avec le pouvoir est repris, avec en plus la bénédiction des Allemands qui défendent, eux, ce qu'on appelle l'ordolibéralisme, qui promeut les institutions intermédiaires indépendantes. Bilan. Nous avons aujourd'hui une Banque Centrale Européenne qui a une mission, une seule, c'est la maîtrise de l'inflation. Mission qu'elle remplit avec une totale indépendance. Elle est tellement indépendante qu'il ne faut surtout pas lui demander de s'occuper d'autre chose. 26 millions de chômeurs en Europe, pas son problème. Des travailleurs pauvres, de plus en plus nombreux, non, il n'y a pas d'inflation, donc tout va bien.
Elle est tellement indépendante qu'aucune autre institution, la Commission européenne par exemple, le Conseil européen, le Parlement européen, aucune autre institution ne peut lui demander d'infléchir sa politique. Elle est tellement indépendante que ses dirigeants, après avoir été nommés, sont inamovibles pendant 8 ans. Pendant 8 ans, qu'ils réussissent ou non leur politique. Résumons-nous. Une institution qui n'a qu'un seul but, la maîtrise de l'inflation, est menée par des dirigeants irresponsables, d'accord, qui ne répondent pas de leurs actes, qui n'ont aucune légitimité démocratique. Cette institution ne rend aucun compte devant les représentants du peuple. Ce peuple qui est censé accepter le choix du chômage et de la précarité au nom du dogme monétariste néolibéral. Bref, vous aurez compris que s'il y a quelque chose à changer, c'est aussi par ce côté qu'il nous faudra agir. Toutefois, soyons honnêtes, la Banque centrale européenne a su s'adapter à la réalité. Elle a été capable de réagir face aux risques. Elle a osé dévier de son droit chemin, même en mettant en colère les représentants allemands qui en ont démissionné. Non, soyons justes. Devant la catastrophe annoncée, la Banque centrale européenne a su sauver les banques. Bon, cela dit, c'est important. Les banques, c'est notre argent aussi. Les banques, c'est ce qui fait fonctionner l'économie. Il ne faut pas le nier. Non, ce qui est intéressant dans cette réaction, c'est qu'elle nous montre que les règles qui semblaient les plus figées, les plus profondément gravées dans le marbre, ces règles peuvent être contournées ou à tout le moins adaptées aux situations graves. Eh bien, nous proposons de considérer que 26 millions de chômeurs, ça y est, la situation est grave. Alors, que peut bien proposer Nouvelle Donne ? Ce qui m'a attiré dans ce parti, ce qui m'a permis de croire qu'un engagement politique pouvait ne pas être vain, c'est la capacité qu'ont ses fondateurs, présents ici, en grande partie, et depuis tous les gens que j'ai pu y rencontrer, cette capacité d'analyser sereinement la situation, en remettant les choses à l'endroit, tant il est vrai que quand les choses sont à l'endroit, elles sont déjà beaucoup plus faciles à saisir. Et puis ensuite de proposer des solutions applicables, et applicables rapidement. Quelques exemples. Première idée, intégrer dans les missions de la Banque centrale européenne l'objectif du plein emploi, comme cela se fait avec la Banque centrale américaine. Deuxième idée, négocier un traité social européen qui intégrera des objectifs chiffrés sur le chômage, sur le niveau de pauvreté et sur l'illettrisme, et qui obligera alors la Banque centrale européenne à prendre en compte ces objectifs. Troisième idée, utiliser la Banque européenne d'investissement pour financer le remboursement de la vieille dette à 1% ou pourquoi pas moins, puisque depuis quelques semaines, la Banque centrale d'Angleterre, elle, est arrivée à 0%. Et puis créer dans l'immédiat une monnaie locale, ce que nous avons appelé dans notre programme un euro franc, une monnaie destinée à la consommation courante, qui rappelle, pour aller vite, des tickets restaurants, des tickets consommation en quelque sorte, monnaie qui serait produite par la Banque de France et qui ne pourrait pas être utilisée par le monde de la finance. Et que faire de l'indépendance de la Banque centrale européenne ? Cessons d'abord de croire qu'une Banque centrale européenne est un organisme simplement technique, qu'il faudrait écarter de toute pollution politique. La Banque centrale européenne, c'est une machine politique. Une autre preuve, elle peut, dans ses domaines de compétences, prendre l'initiative législative en coopération avec la Commission, exactement comme on le demande au Parlement européen. Alors je voudrais conclure en citant un livre qui m'a paru passionnant, et pour une fois c'est pas celui de Pierre, d'Antoine Vauchez, qui s'intitule « Démocratiser l'Europe ». Je le cite. « L'importance politique du mandat que la Banque centrale européenne a reçu des traités n'échappe plus à personne. Tout indique pourtant qu'il est resté dans l'ordre des mystères de l'État, comme à l'époque de l'absolutisme royal, inaccessible au commun des mortels. » C'est nous. Soustraites au regard du public européen, les opérations qui président à la révélation de ce mandat restent aussi secrètes qu'indéchiffrables. Le mandat de la BCE, c'est-à-dire la défense de la stabilité des prix, peut paraître très étroit et technique, mais sous l'effet de sa propre interprétation par cette BCE,
Il lui permet aujourd'hui d'intervenir dans des domaines aussi divers que le régime des retraites, les politiques salariales, le droit du travail, l'organisation de l'État. Je termine sa citation. Ce mandat européen, délégué par les États, doit maintenant être le produit de débats et de disputes publiques. C'est ce que nous vous proposons. Antoine Vauchez préconise ensuite l'utilisation de la Charte des droits fondamentaux pour contester la capture des méthodes de la Banque centrale européenne sur le droit européen. Alors le débat est ouvert. Juste une chose, on se souviendra qu'il existe un pays où le chef de la Banque centrale est nommé par le président, qui peut aussi le destituer en cas d'échec. Un pays où les élus du peuple peuvent entendre et révoquer ce gouverneur de la Banque centrale si la politique monétaire n'a pas été efficace. Un pays où la mission de la Banque centrale est de maîtriser l'inflation, certes, mais aussi de veiller à la politique de l'emploi. Ce pays, ce sont les États-Unis d'Amérique. Je pose la question au moins. La solution ne passerait-elle pas aussi par plus de fédéralisme et non par la destruction de l'euro? Je vous remercie.